Bienvenue à notre talk sur les services managés et pourquoi ça va vous aider, mais probablement pas vous sauver. On va commencer par l'intro, tout simplement. Ouais, peut-être par se présenter. Greg ? Je prends la main. Du coup, Greg, moi je suis consultant, je suis passionné par les interactions sociales, principalement en entreprise. Et du coup, je suis assez fan de produits, d'organisation. Je suis assez content et même ému d'être là. Je te laisse te présenter ou il n'y a plus besoin ? Bon, écoutez, moi, Borémy, serial de confeur, je sais pas. J'aime bien être là devant vous, je trouve ça cool, et j'aime bien aborder des sujets qui nous passionnent, nous, autour de l'architecture. Alors aujourd'hui, on n'est pas architecte et consultant. Pour celles et ceux qui se souviennent du pitch, vous vous en souvenez ? Ouais, non ? Bon, aujourd'hui, on est Père Castor et Castor Junior, parce qu'on va vous raconter des histoires. Absolument. Du coup, on pousse la blague jusqu'au bout. On a amené un auditoire mignon. Et pour la précision, malgré les poils blancs, c'est bien lui, le senior. Donc, on disait histoire, on a l'audience, on a les gens captivés, on est parti. Alors, mais quelle histoire on va vous raconter aujourd'hui ? Aujourd'hui, on va vous raconter une histoire. Alors, on va préserver l'anonymat de certains projets, de certaines personnes, de certains enjeux, donc on va vous faire, un peu comme cette image, une histoire un petit peu Frankenstein. Il y a des bouts de vrai dedans. Soyez-en rassurés, vous pourrez en discuter avec nous après si vous voulez, mais on l'a un petit peu romancé, simplifié pour faire une bonne histoire. Et vous le voyez là, l'image elle est un peu spéciale. Tu nous fais un petit aparté là-dessus, Greg ? Ouais, ça va être l'instant design, ça va être rapide, mais autant le faire dès maintenant. L'image dans la slide précédente et les suites des images, elles vont pas forcément coller. La charte graphique côté Octo, c'est assumé et c'est normal. On a appelé un assistant et on lui a demandé, pour rester dans le thème, de générer des castors à notre place. Du coup, 20$ par mois, vous nous direz à la fin ce que vous en pensez. Par contre, le truc, c'est qu'on a prévu de parler d'archi, on a prévu de parler des orgas, et on n'a pas trouvé d'assistant qui réussirait pour le moment à générer une archi ou une orga via prompt. Du coup, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? On prend nos bonnes vieilles mains, ce bon vieil Excel Hero, et on dessine des trucs. Voilà. Donc la parenthèse artistique fermée, on va revenir un petit peu à ce pourquoi nous sommes là aujourd'hui, s'il te plaît. Alors, donc, vous avez compris, des castors, moins de canards, un choix éditorial. Et donc, on va vous parler de pourquoi composer des services aujourd'hui, c'est bien, mais on a tendance un peu à perdre l'essentiel de vue, parce qu'on compose, on ne sait plus trop où on en est. Et dans notre pitch, on avait des promesses qu'on vous affiche à l'écran, et donc nous vous invitons à jouer un petit peu au jeu de la checklist. Ah, est-ce qu'ils ont répondu à tout, enfin, machin ? Voilà, l'intro est posée, le suspense est là. On a vérifié, normalement il y aura tout à la fin. Allez. On pose le décor ? Allez, c'est parti à toi. Du coup, on est des castors qui aiment raconter des histoires, et en réalité, c'est l'histoire d'un produit. Un produit, c'est quelque chose qu'on met à disposition d'utilisateurs. Qu'est-ce qu'on souhaite leur mettre à disposition dans le cadre de cette histoire ? Un truc plutôt simple, mais efficace. Un service de rechargement de passes de transport en commun directement sur son smartphone, via une application mobile. En principe de l'histoire, on se dit, on va faire un carton, parce que si, comme nous, vous êtes habitués des transports en commun, il y a une légère douleur ou frustration, vous l'appelez comme vous voulez. Généralement, au moment de recharger votre passe, c'est jamais le bon moment, les guichets physiques sont toujours encombrés. Nous, ce qu'on souhaite fondamentalement, c'est redonner le sourire aux utilisateurs en début de journée. Jusque-là, je pense que ça paraît clair. Ouais, c'est correct. Et du coup, on a établi notre promesse de bonheur. Maintenant, on va regarder ensemble un petit peu comment on y répond. Et donc, on va dessiner ensemble de l'archi pour commencer. Et on va partir, comme souvent, de notre utilisateur final. Notre utilisateur final, sur la gauche, il est armé d'un smartphone. Depuis son smartphone, il télécharge et installe notre fameuse application mobile. Celle-ci, ce qu'elle fait, c'est qu'elle contacte notre back-office de rechargement de passes. Jusque-là, ça va. Et derrière, le back-office, à son tour, réalise un appel à un service de paiement externe pour challenger l'authenticité de la transaction et sa validité. Ça, c'est l'archi. Du coup, en termes d'orga, ça donne quoi ? Comme souvent, il y a un parallèle rigolo. Hop, à gauche, vous voyez qu'il y a l'utilisateur final, en vert,
Du coup, c'est celui qu'on cherche à satisfaire, tout simplement. Promesse de bonheur, etc. etc. Au milieu, en bleu, du coup, vous avez une équipe produit qui se charge de mettre à disposition ces fonctionnalités de rechargement de passe. Et puis sur la droite, parce qu'il y a des choses dans la vie sur lesquelles on ne souhaite pas réinventer l'eau tiède, on n'est pas expert de paiement, on ne souhaite pas le devenir, du coup on fait appel à un prestataire externe. Il y en a des très bien. Donc bon, là, on a une archi classique, normalement ça va. Normalement on ne vous perd pas à ce moment-là. Mais comme vous le savez, c'est bien beau sur le papier une archi, mais après, il faut quand même la monter tout ça. Donc c'est un peu un projet, non ? C'est un petit peu un projet, et qui dit projet dit qu'on vient avec quelques contraintes. On va en poser quelques-unes rapidement. La première, c'est peut-être un premier élément de contexte. On ne fait pas évoluer un SI existant, on construit un SI from scratch. Et on va s'interfacer avec, c'est ce qu'on a vu à l'écran, des partenaires externes. Donc déjà, on doit tout construire. La deuxième, c'est qu'on a une échéance de première mise en service dans 1 an. 1 an, dans le cadre de ce type de gros projet, ça peut paraître long, mais en réalité, il vaut mieux peut-être pas qu'on tarde. Oui, donc ça, c'est le projet. Ça, vous avez l'habitude aussi. Mais bon, on a de l'architecte dans la salle quand même. Et qui dit architecte dit exigence d'architecture. Truc d'architecture. On en envoie quelques-unes à l'écran ? Absolument. Des contraintes, des nouvelles contraintes, des contraintes techniques, il y en a une palanquée. Vous les connaissez probablement sous le nom de NFR, entre autres, les fameuses Non-Functional Requirements. On en a listé une partie à l'écran. Là, le principe, c'était juste de vous rappeler le contexte global, la promesse qu'on fait à l'utilisateur, le package, les contraintes temporelles, de construction, et puis ce qu'on a tendance à appeler NFR. Nous, perso, on n'aime pas trop ce terme, mais on y reviendra après. Ouais, on verra. Bon, c'est bon. On a fait notre petit cadrage, on est lancé, il n'y a plus qu'à. Absolument. Jusque-là, les choses sont claires, tout se déroule comme prévu. Il n'y a plus qu'à construire. C'est parti. Et on va la faire en accéléré, et on va repartir de notre architecture générale, tout simplement. Et puis on va commencer à l'étendre progressivement en fonction des besoins qu'on se découvre pendant la phase de construction, préalable à la mise en service. Un des premiers besoins qu'on se découvre, c'est un besoin de sécurité. On ne souhaite pas que nos appels arrivent directement sur le SI, le fameux back-office. On souhaite préalablement qu'il y ait des couches de sécurité qui viennent filtrer les appels malveillants en amont. Pour ça, on représente à l'écran un Web Application Firewall pour réaliser ça. De deux, du coup, une fois que l'appel est rentré dans notre back-office, en réalité, il va solliciter une API d'achat, de rechargement de passe. Et celle-ci, elle a sa propre logique métier, et elle a besoin de persister de l'information. Du coup, on a besoin d'une base de données. On va prendre un service. Super. Base de données managée, ça se fait quoi ? Absolument. Ce qui m'amène du coup, super transition au slide d'après. Tout ce qui est en orange, vous noterez le code couleur, en fait c'est des services qu'on vient piocher directement dans un catalogue qui est exposé par une équipe interne, donc une équipe d'Ops. Dans notre contexte, on les appelle Ops. Vous en avez peut-être entendu parler sous d'autres noms, DevOps, Platform Engineers, peu importe. Il y a plein de services qui sont dispo sur étagère, ils sont bien faits, ça veut dire qu'on n'a pas ni à les construire, ni à les gérer, c'est plutôt commode. Oui. Et donc, un petit test pour voir si ça fonctionne quand même ? On va continuer, on va commencer, et on va complexifier encore un tout petit peu la picture, et cette fois-ci on va parler un petit peu de performance, parce qu'en réalité, on ne souhaite pas que tout s'écroule dès le premier coup, ce serait valo. Du coup on commence à jouer avec la performance, et comme dans tout bon tir de performance qui se respecte, plusieurs itérations évidemment, on apprend des choses, donc on casse des choses, et puis ensuite on répare, et puis on fait évoluer l'archi. Et là, vous noterez que c'est formidable, on a de plus en plus de boîtes qui apparaissent, on a des bases de données qui, tout d'un coup, disposent de plusieurs réplicas. C'est la beauté des services managés, quelques lignes de conf, et pouf, tu disposes de WAF, de bases de données hautement résilientes, scalables, performantes, faible latence. Formidable. Jusque-là, on est confiant. Donc là, tout va bien. Le héros part dans la forêt, tout se passe bien, c'est génial. Bon, là, vous le sentez venir. Il va se passer quelque chose au moment où nous allons faire le lancement. Du coup, une archi et une orga, c'est bien.
Mais du coup, la seule question derrière, c'est est-ce que ça répond à la promesse qu'on a fait à nos utilisateurs? Du coup, on va se parcourir la cinématique de première mise en service ensemble. Première mise en service, pourquoi? Parce que c'est réservé dans un premier temps à une sous-population d'utilisateurs. Du coup, comme souvent, on va repartir de notre utilisateur, toujours relativement à gauche sur l'écran. Celui-ci, il est armé de son smartphone, il est prêt à recevoir notre promesse de bonheur, il a téléchargé notre appli, il a besoin de recharger son pass, qu'est-ce qu'il fait? Il clique. C'est de l'archi. Allez. Du coup, en réalité, l'appel passe par les couches de sécurité, arrive jusqu'à notre back-office, l'API d'achat de pass est sollicitée, celle-ci persiste l'information dont elle a besoin au sein de sa database en initiant une connexion JDBC au sein de son pool. Derrière, le service de paiement est appelé. Jusque-là, tout va bien. Maintenant, on va se rajouter deux petits éléments de contexte. Le premier, c'est que c'est le matin, et visiblement, notre service de paiement externe, il avait oublié de prendre son café. Il répond lentement, très lentement. Le deuxième élément de contexte, on pense utilisateur, c'est qu'on a positionné des timeouts. Pour favoriser l'expérience utilisateur, on a décidé de positionner des timeouts en frontal à 5 secondes. On considère qu'au-delà de 5 secondes, l'utilisateur risque d'être frustré et du coup risquerait d'abandonner l'utilisation de notre service. C'est ce qu'on souhaite éviter. 5 secondes. Côté back, on est un peu plus souple. 60 secondes, on a des opérations plus compliquées, il y a du paramétrage un petit peu réparti au sein de différentes couches. Peu importe. Les 5 secondes se sont passées, notre utilisateur, il n'a pas eu de retour. Bon. Qu'est-ce qu'il fait? 5 secondes passées, il a le droit, non? Il fronce les sourcils. D'abord. Et du coup, il reclique. La même fois 2. Bon, ça c'est un utilisateur frustré. Plusieurs centaines d'utilisateurs frustrés. Qu'est-ce qu'ils font? Ils cliquent encore. Et là, ça commence à chauffer. Le pool de connexion JDBC, il a une taille finie. Les connexions, elles s'empilent plus vite qu'elles sont dépilées. Du coup, si vous mettez suffisamment d'utilisateurs en face, qui sont suffisamment frustrés et qui ont le droit de recliquer, normal, au bout d'un moment, ça donne ça. Et pour notre utilisateur, pour nos utilisateurs, la promesse de bonheur, elle est loin. Pour ça, pour info, il suffit de 10 minutes de ralentissement d'un service au sein de notre système. Sur le moment, ça paraît rigolo. Je vous assure qu'à ce moment précis de l'histoire, on faisait un peu moins les malins. Bon. C'est là où je sors des vieux principes, pour des vieux pots et des meilleures soupes. Je t'ai déjà parlé du principe de bout en bout? Absolument, mais je pense qu'on va malgré tout continuer à en entendre parler. Voilà. Donc je vous ramène un truc qui date du début des années 80 par des chercheurs du MIT. Alors, revenons un petit peu au début. On avait des besoins non fonctionnels. On préfère appeler ça des caractéristiques d'architecture. C'est mieux et on vous expliquera pourquoi. Mais Neil Ford l'appelle aussi caractéristiques d'architecture, donc ça me plaît bien. Parce que c'est des trucs qui ne sont pas vraiment optionnels, ils sont souvent implicites. Et donc en fait, le principe de bout en bout, il parle de ça. Il vous dit quoi? Il vous dit, prenons une logique de système. Donc là, voilà, j'ai mon système, et dedans, il y a deux sous-systèmes. Si vous faites de l'archi, normalement, ça va. Il y a souvent, il y a des couches, d'ailleurs. Bon, mais la plupart du temps, quand vous faites un appel à l'intérieur d'un système, il se passe quoi? Il se passe la flèche rouge. C'est-à-dire qu'en fait, ça va descendre, ça va traverser plusieurs sous-systèmes, puis ça va revenir. Ce que nous dit le principe de bout en bout, c'est que les caractéristiques d'architecture globale du système, en fait, nécessitent de considérer ces caractéristiques de bout en bout. Ce que ça dit aussi, c'est que tout sous-système peut vous fournir toutes les garanties qu'il peut. Au mieux, ce sera des optimisations de performance. Bon. Ça fait un peu sermon de vieux con, là. Ok. On va tenter avec des exemples. Alors, premier exemple.
s'il te plaît, voilà. Donc vous téléchargez un gros fichier, au hasard une ISO Linux. Ouais, je me sens vieux là. Donc ça, c'est typiquement le genre de truc qu'on faisait il y a quelques années quand on voulait récupérer une distrib Linux, et on trouve toujours ça en ce moment-là, s'il vous plaît, récupérez votre fichier, mais n'oubliez pas de faire un checksum. Principe de bout en bout, s'il te plaît, voilà. Vous avez votre sous-système, vous avez récupéré ça sur HTTP, donc vous avez TCP, qui est un protocole réseau qui vous garantit que les paquets sont renvoyés dans le bon ordre, etc. Mais malgré ça, vous êtes quand même obligé, si vous voulez être sûr, de vérifier votre téléchargement au global. Ça parle, peut-être pas à tout le monde. Bon, on tente un truc un peu plus... Ouais, ok, un peu plus pour tout le monde. Bon, parlons étanchéité. Donc, étanchéité globale. À gauche, vous avez un prestataire de fourniture d'eau qui est extrêmement content de son travail, parce qu'il y a grosso modo pas trop de fuites, et quand même il a bien travaillé. Bon. Et à droite, vous avez un autre problème. Donc, si on reprend la vision système, s'il te plaît. Donc, mon service, c'est de l'eau courante. Ma caractéristique, c'est sans gaspillage. Eh bien, mon fournisseur de réseau de distribution, il peut faire tout ce qu'il veut. Si je fais n'importe quoi avec mes robinets, eh ben, c'est pas né. Donc, principe de bout en bout, l'étanchéité pourra être garantie que vraiment de bout en bout. Même si vous avez le meilleur fournisseur d'eau. Ça va? Bon. On refait un tour dans l'IT. Tu avais une base répliquée, c'est ça? Allez, l'histoire de la base répliquée. Donc, une fois, j'avais une base qui ressemblait à ça. Mais imaginez ça sur une map monde, géodistribuée. Une base avec une faible latence, ultra haute résilience, qui fait que, bam, dès que je mets une donnée métier, elle est répliquée partout. Comme ça, je ne la perds pas, même si j'ai un problème intercontinental, ça se passera bien. Ça, c'est un sacré service managé. Il m'a coûté cher en plus. Hein. Oh là là là. Il a l'air bien. Voilà. Jusqu'au jour où, en fait, il y a quelqu'un qui a fait un drop. Un drop database, et c'était un peu la tristesse quand même. Parce que du coup, instantanément, la base de données a été droppée sur tous les continents en moins d'une seconde, et du coup, on avait quasiment tout perdu sur la base. Donc, pareil, si on reprend une vue système, mon scan d'information métier, il a beau être avec un super service manager en dessous, si vous ne faites pas attention aux erreurs de manip, vous êtes dans le classique problème clavier-chaise. Voilà. Donc le principe de bout en bout, pensez à tous les étages de la stack, c'est toujours mieux parce qu'il y a toujours un endroit où ça peut mal se passer. Mais dans ton cas alors, il s'est passé quoi? Si on reprend notre schéma d'archi, le fameux, globalement c'est sensiblement la même chose. Nous on s'est retrouvé confronté à un problème de calibrage de la latence globale. Et en réalité il y a eu un problème de latence au niveau d'un des sous-systèmes qui a impacté l'ensemble du système via un effet de domino. Et ça, je peux vous garantir que nos services managés les plus performants, résilients du monde, ils ont pu rien faire face à ça. Voilà. Bon, ça c'est la théorie, mais après on vous avait promis 3 ingrédients magiques pour appliquer cette recette-là chez vous. Alors, on va vous parler un petit peu de tout ça, sur comment on vous propose d'appliquer ça. Vous avez l'exemple rigolo, mais c'est mieux qu'on a une checklist, je pense, surtout en archi. C'est mieux. Alors, premier principe qu'on a envie de vous mettre en avant, et là je te laisse, c'est vraiment ta marotte. Du coup, c'est la réflexion en amont de la recette. Et donc, la réflexion en amont de la recette, c'est depuis le début de la conf. Perso, je vous bassine avec, on parle de l'utilisateur, on parle de l'utilisateur. Okay. Est-ce qu'on est vraiment parti de l'utilisateur, ou plutôt est-ce qu'on a vraiment pensé à tous nos utilisateurs? D'après le papier des années 80, peut-être pas. Dans les systèmes informatiques, généralement, ce qu'on aime bien faire, c'est parler de disponibilité. Vous savez, c'est les fameux nombres de 9. 99, virgule, vous mettez le nombre de 9 que vous voulez à la fin. C'est bien ça. Ce que ça veut simplement dire, au bout du bout, c'est qu'il y aura un certain nombre de gens qui seront forcément confrontés à une situation dégradée à un moment donné dans la vie de votre système. Et ça, le principe de bout en bout, il dit, comme vous êtes au bout, c'est vous qui exposez le produit à vos utilisateurs, il n'y a que vous qui pouvez le corriger. Si vous en avez conscience et que vous le traitez. Voilà. Et du coup, ça nous a donné, pour le coup, des idées de recettes, une idée de recette. Tout à fait. Donc, l'idée essentielle, c'est d'assumer ses dépendances.
même si vous avez 0,1% de vos utilisateurs, quand vous avez plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs, voire des millions d'utilisateurs, en fait, c'est une population non négligeable. Et ils peuvent vous faire basculer le système. Donc, l'essentiel, c'est d'assumer ces dépendances. Et on va commencer par notre premier ingrédient, c'est mesurer l'expérience des utilisateurs. Alors, c'est pas forcément évident, vous pouvez pas faire des sondages, donc il faut souvent trouver des métriques un peu de substitution, des manières de qualifier ça. Ça peut être le temps de réponse, ça peut être le nombre de clics ou de clics énervés qu'on a dessus, etc. Il y a plein de manières de quantifier ça pour vous aider à essayer d'avoir une mesure objective, pour pouvoir réagir en fonction des différents seuils, pour aussi trouver ce qui est un comportement dégradé. Donc, premier ingrédient, pouvoir mesurer l'expérience utilisateur. Deuxième ingrédient, articuler les responsabilités entre les parties prenantes. Quand vous avez des services, vous avez de la séparation de responsabilités. Donc c'est très important de se mettre d'accord sur comment on doit réagir dans les différents cas, dont les cas de panne ou de dégradation. Un exemple qu'on a piqué dans notre culture DevOps, une publication Octo, sur la séparation de responsabilités entre le fournisseur de cloud type infrastructure as a service en bas et l'infogérant en haut. Vous voyez, c'est un peu mon histoire de la base de données. Hein. Si quelqu'un fait n'importe quoi dans le système d'exploitation, en fait, le fournisseur de cloud, c'est pas vraiment son affaire. C'est important de mettre ça, et quand on parle aussi d'articulation, c'est comment ça se passe en situation dégradée, c'est quoi la dynamique là-dedans? Qui va prévenir qui fait quoi? Comment on réagit? Est-ce qu'on se fait nous en room ensemble? Des choses comme ça. Donc ça, c'était le deuxième. Il est dispo au premier étage. Ah, oui. En l'instant pub. Si vous voulez le voir en vrai, en arbre mort, il y en a là-haut. Troisième ingrédient, tester. Parce qu'en fait, vous avez fait des scénarios, vous avez dit « Ah, quand c'est en panne, je t'appelle pour vérifier que ton service il est bien up, très bien. » Mais le plus important, c'est comme dans les alertes incendie. Ah, si, ça y est, c'est revenu, pardon. Donc oui, n'hésitez pas à tester le fonctionnement global de ça, comme vos scénarios de répétition d'alerte incendie, des choses comme ça, pour vérifier que ça se passe bien. Et les habitués ont peut-être reconnu, si on a disposé ça comme ça, c'est tout simplement parce qu'il manque des flèches. Tu mets les flèches. Yes. Donc ça, en fait, c'est tout simplement une boucle. C'est-à-dire que ça va être très difficile de définir dès le départ vos métriques, ça va être très difficile au départ de se mettre d'accord, donc il va falloir itérer. Et d'ailleurs, sur tout ce qui est amélioration continue, tu avais un truc à préciser à notre audience qui est là. C'est mon moment radotage à moi, pour le coup. Et c'est pas notre plus joli dessin. Le principe de la boucle, en réalité, d'amélioration continue, c'est une boucle. Et ça veut dire qu'on ne peut pas décréter du jour au lendemain qu'une équipe devient responsable de l'ensemble des NFR du monde pour tout un produit. En fait, c'est quelque chose qui déjà s'explicite, parce que le plus souvent, c'est des choses qu'on constate en réponse à, on va l'appeler, des stimuli externes. Ça peut être des incidents, par exemple. Ça peut être d'autres choses, des contraintes réglementaires, peu importe. Ça s'explicite et derrière, ça nécessite de l'investissement. On ne peut pas décréter du jour au lendemain qu'une équipe devient autonome sur ce sujet. Ça passe par de la priorisation, de l'allocation de capacité, de la montée en compétences, de la mise à disposition, de l'amélioration d'outillage. Bref, ça se prend en compte. Sinon, tacitement, on est en train de se dire que si on ne traite pas ça, on accepte qu'une partie de nos utilisateurs subiront une expérience dégradée. Gestion de risque. Et globalement, c'est une des raisons pour lesquelles on n'aime pas cette expression de non-functional requirements ou besoin non fonctionnel. Ah, merci. Parce que du coup, on se retrouve avec, comme c'est pas fonctionnel, c'est secondaire. Ça va dans le fond du backlog quand il y aura le temps. Alors qu'en fait, c'est hyper important pour que justement on gagne en résilience. Donc voilà, si vous pouvez utiliser le terme caractéristique d'architecture, je pense que ce sera plus facile pour tout le monde et ça évitera qu'on les mette de côté. Bon, on a fait la théorie, on a fait les petites recettes, on passe à l'application? Ouais. Tu m'avais raconté qu'il y avait une histoire de passage aux 20 heures, non? Donc là, grosse population, gros challenge? Après une première mise en service qu'on vous a présentée avec un bilan mitigé, on ne s'est pas arrêté là, et du coup on s'est dit on va en faire une deuxième, mais cette fois-ci on va ouvrir un plus large scope de population, énorme, et puis de fait on va également en profiter pour réaliser une campagne de com poussée sur le sujet, histoire de bien inciter les gens à venir. Et du coup, comme on aime bien faire des nouvelles erreurs et pas répéter toujours les mêmes, on s'est dit
peut-être, vous vous souvenez de l'effet domino, peut-être que ça pourrait être intelligent de positionner une salle d'attente en amont, tout simplement pour y faire patienter les gens, en attendant qu'on soit sûr et certain que notre système, de bout en bout cette fois-ci, ils sont en capacité de les accueillir convenablement. Jusque-là, ça va. On parle avec nos équipes d'Ops, ça tombe bien, il y a un service de salle d'attente qui est disponible sur étagère, et il est plutôt mouf-mouf, résilient, scalable, performant, faible latence. Encore une fois, vous la connaissez. Du coup, on le prend en main, on l'instancie, on joue avec, et on se met à appliquer nos propres recettes. Et là, on va vous présenter les résultats d'une de ces boucles sur des environnements de test avec des utilisateurs de test. Donc globalement, ce n'est pas une mise en service, c'est pour préparer la mise en service. Bon, on fait un test. Vous la sentez venir aussi? Heureusement que c'était un test. Alors, la bonne nouvelle, c'est que du coup, on peut apprendre plein de choses de tests. Ah, cool. Alors, premier apprentissage du test concernant l'expérience utilisateur. Vous aviez quoi pour l'utilisateur final? On a appris énormément suite à cette... on ne va pas l'appeler échec, vous l'appelez comme vous voulez. La première chose, c'est qu'en réalité, il faut absolument se focusser sur les modalités de rentrer dans la salle d'attente. Nous, ce qu'on a constaté, par exemple, dans le cadre de notre test, c'est qu'il y en a certains qui rentraient dans la salle alors qu'ils n'auraient pas dû. C'est ballot, c'est frustrant pour un utilisateur. La bonne nouvelle, c'est que notre système, il ne craignait pas la surchauffe cette fois-ci. Mieux, il se tournait bien les pouces. Enseignement numéro 1. La deuxième, c'est que des utilisateurs frustrés, il y en a toujours, vous, moi, on l'est, c'est normal. Quand un utilisateur était frustré, dans le cas de ce test, il re-rentrait dans la file d'attente, mais il recommençait depuis le début. C'est ballot, c'est pas ce qu'on souhaitait offrir comme expérience à notre utilisateur. Deuxième enseignement. Le troisième, c'est qu'en réalité, on n'était pas capable d'assurer une cohérence entre les temps d'attente dans la salle pour l'ensemble des participants. Je ne suis pas fan des salles d'attente, mais globalement, voir des gens passer devant moi alors qu'ils sont arrivés après moi, ça me frustre un peu. Troisième enseignement. Et le quatrième enseignement, accessoirement, c'est que la page d'attente était très moche. Spoiler, c'est souvent le cas quand on laisse un paramétrage par défaut. Et on parlait d'expérience utilisateur, on a aussi notre équipe qui fournit le rechargement du pass, qui utilise des services fournis par les Ops. Vous avez pris un truc de ce côté-là? Absolument. L'équipe produit dont on parle, en réalité, c'est la première fan et consommatrice des services providés par l'équipe d'Ops dans notre contexte. Et là aussi, on a appris plein de trucs. On a appris que ça pourrait être pas mal d'avoir sous la main des scénarios de test et des jeux de données qu'on puisse facilement activer. De deux, qu'en réalité, on avait peut-être besoin de support et ou de documentation pour devenir autonome sur le paramétrage de cette fameuse salle d'attente. Parce que c'est pas un truc trivial pour une équipe de découvrir une nouvelle stack. Sur la partie un petit peu fonctionnement des équipes, vous avez découvert quoi? Qu'il fallait qu'on se parle. Concrètement, ce que ça a donné, dans notre exemple, à ce moment précis de l'histoire, vous connaissez sûrement ce cas, 2 équipes qui s'entre-attendent. Ça, c'est rigolo. L'équipe service, donc l'équipe Ops, avait mis à disposition la salle d'attente. Elle pensait que l'équipe produit allait en faire le paramétrage. Et c'est marrant, l'équipe produit, elle pensait la même chose. Du coup, ça tombe bien, ça a été l'occasion pour nous d'officialiser un contrat d'interface, un contrat d'organisation, pour préciser, dans notre cas, l'équipe service ne doit pas gérer de logique métier, c'est forcément l'équipe produit de le faire. Pour ça, elle aura malgré tout besoin de support pour prendre en main et devenir autonome sur la délégation qu'elle a choisi d'utiliser au catalogue de l'équipe Ops. Okay. Et les enseignements. Et troisième enseignement, sur la partie test elle-même, vous avez sorti quoi? On était au début des boucles. Les tests étaient un peu naïfs, mais déjà sur ces premiers tests, on se rendait compte qu'il y avait certaines choses à améliorer. Mais il y a aussi certaines choses à améliorer côté notre manière de tester les choses. En fait, on testait de manière un peu naïve,
Et pour se donner plus de représentativité par rapport à comment ça se passerait réellement en production, on a une idée. On s'est dit, en fait, on en a une de production. Et si on allait regarder les métriques d'utilisation pour essayer de façonner et d'améliorer nos scénarios de test et nos jeux de données pour devenir de plus en plus représentatifs de ce qui se passera en production. Tout le monde n'a pas cette chance. Si vous avez une production, servez-vous-en, ça fait du bien. Ok, donc je crois qu'il va être temps de conclure. Je pense que c'est l'heure de la morale. Voilà. Donc la morale de l'histoire, en résumé, vous concevez des systèmes, et je le répète, je le radote, et je pense parce qu'on l'oublie parfois, c'est toujours important de garder en tête le principe de bout en bout. Donc pensez vraiment aux extrémités du système, parce qu'il peut y avoir justement des petits soucis sur les maillons de la chaîne. Deuxième truc qu'on vous met là, c'est un adage que connaissent très bien les managers. Déléguer, ce n'est pas se délester de ses responsabilités, c'est les partager. C'est pour ça qu'on a l'illustration sur la droite. C'est-à-dire qu'en tant que constructeur de voiture, vous pouvez mettre tous les airbags, les systèmes de freinage avancés, etc., d'urgence que vous voulez. À la fin, il y a quand même le conducteur qui est responsable. Donc les responsabilités, vous les partagez. Et bien sûr, vous retrouvez les 3 ingrédients pour justement itérer et améliorer ce mode de fonctionnement et de résilience dans vos SI. Bon, on a fait la morale. On fait peut-être la conclusion de l'histoire. Ça, c'est bien terminé ton passe de rechargement là ? La deuxième, ça a été la bonne. Et cette fois-ci, la promesse de bonheur, elle a été tenue. Encore une fois, c'est pas cette image rigolote qu'il faut retenir, c'est plutôt comment est-ce qu'on en est arrivé là. Et comment est-ce qu'on en est arrivé là ? C'est en inscrivant dans les pratiques de l'ensemble des équipes concernées la prise en compte de ces fameuses caractéristiques architecturales dont on vous parle. En réalité, encore une fois, NFR, c'est pas fonctionnel, mais ça fait malgré tout partie intégrante du produit. Traitez-le en tant que tel. Nous, on l'a fait, on a investi dessus, et derrière, la chose intéressante, c'est quand on fait évoluer les pratiques des équipes, ça fait évoluer l'architecture aussi. Et du coup, pour les fans de pattern, on a listé un certain nombre à l'écran, piochez parmi ceux qui vous intéressent. Peu importe, le but du jeu, c'est simplement de dire que cette fois-ci, l'architecture, elle a tenu ses promesses qu'on avait faites à notre utilisateur. Et là, pour le coup, je pense qu'on arrive vraiment sur la conclusion. Il faut peut-être qu'on partage nos bouquins de référence. Oui, là, c'est la fin de l'histoire. On va vous laisser là. On partage quelques petites références si vous voulez aller plus loin, évidemment. Donc, le papier original qui est toujours intéressant, il n'est pas très loin. 10 pages. Beaucoup d'exemples. 10 pages. Il y a beaucoup d'exemples autour des télécoms, mais en fait, c'est sur le principe de la stack. Et il y a des petits points de détail intéressants, notamment sur pourquoi il y a des optimisations de perf. Tout ce qui est SRE, ça a été mentionné au talk précédent, c'est vraiment quelque chose qu'on aime bien pour vous aider à poser une bonne politique de mesure, d'améliorer, etc. Et le dernier, je te le laisse, celui-là tu l'aimes bien. Ouais, les autres aussi. Non, Team Topology qui a déjà été présenté dans des confs précédentes. Je ne sais pas s'il y a vraiment besoin d'en parler. Le principe est simple, c'est comment est-ce qu'on constitue des équipes. Nous, dans notre exemple, on vous a parlé de produits et services. Dans Team Topo, ils appellent ça des Streamline Teams et puis des équipes plateformes. Okay. Et comment est-ce qu'on les fait interagir ensemble ? Voilà. Écoutez, merci de votre attention et puis on vous souhaite une bonne suite des 2 confs. Merci.